Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, l'ONU a reçu la bonne nouvelle. La principale coalition d'opposition syrienne a décidé de rejoindre les négociations de paix pour la Syrie, actuellement en cours à Genève. Un groupe de l'opposition syrienne, déjà à Genève pour les pourparlers de paix de l'ONU, a reçu la nouvelle de l'arrivée de la principale coalition d'opposition syrienne, actuellement basée en Arabie Saoudite. Je pense que la présence d'une autre délégation à Genève est très importante et nécessaire. On ne peut pas exprimer son point de vue depuis Riyad, et je ne comprenais pas jusqu'à maintenant pourquoi il n'était pas ici. Le groupe d'opposition en question s'appelle Haut Comité de négociation. Il refusait jusqu'à maintenant de participer aux pourparlers tant que le gouvernement syrien et les forces russes continuaient d'attaquer les positions rebelles. L'envoyé de l'ONU en Syrie dit que le meilleur moyen pour le Haut Comité d'obtenir ce résultat est de participer aux négociations. Nous leur avons suggéré que le meilleur moyen de discuter de la mise en place de ce type d'amélioration était de venir ici. Les groupes d'opposition veulent aussi voir la participation des Kurdes du Parti d'Union démocratique. La résolution du Conseil de sécurité a demandé de faire participer tous les courants de l'opposition syrienne. Et le PYD est un courant très sérieux de l'opposition syrienne. Ankara ne veut pas que les Kurdes participent parce qu'ils sont liés aux groupes indépendantistes qui sévissent en Turquie. L'ONU dit que les Kurdes ne participeront qu'en tant qu'observateurs. L'ONU s'est donné 6 mois pour trouver un accord de paix qui pourrait déboucher sur un gouvernement de transition et des élections. Le premier objectif de tous est l'arrêt des hostilités pour permettre l'arrivée de l'aide humanitaire dans ce pays dévasté par 5 ans de guerre civile. Les représentants du principal groupe de l'opposition syrienne, le Haut Comité aux négociations, ont déclaré, après leur arrivée à Genève, qu'ils attendaient avec impatience de parvenir à la réussite des pourparlers de paix pour mettre un terme au conflit meurtrier en Syrie. Nous sommes arrivés à Genève et nous sommes prêts à négocier. Nous attendons avec impatience de parvenir à la réussite de ces pourparlers de paix, mais nous devons au minimum voir des progrès réalisés sur le terrain en Syrie. Nous devons à tout prix cesser les massacres contre notre propre peuple. Nous vous demandons solennellement de l'aide. Nous devons pour cela sauver nos enfants de Syrie. Nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour mettre un terme au conflit meurtrier qui touche notre pays. Cependant, le Haut Comité aux négociations a rappelé que des efforts significatifs devraient être réalisés sur le plan humanitaire afin de justifier la présence continue de la délégation à Genève. Dans une déclaration publiée en ligne, le groupe a menacé de se retirer des pourparlers de paix si les crimes du gouvernement du président Bachar al-Assad persistaient. L'Institut national colombien de la santé a déclaré que plus de 2100 femmes enceintes avaient contracté le virus Zika pour lequel il n'existe aucun vaccin ni traitement. Il existe plus de 20 000 cas confirmés dans tout le pays. Le virus serait lié à une épidémie dévastatrice de naissance de bébés microcéphales, c'est-à-dire nés avec une tête anormalement petite. Aucun cas mortel ni de microcéphalie n'a cependant été rapporté en Colombie. Le gouvernement a néanmoins appelé les femmes à retarder leur grossesse de 6 à 8 mois pour éviter de potentielles infections. La présidente brésilienne Dilma Rousseff invite toute la population de son pays à participer aux efforts pour éradiquer le moustique qui transmet le virus Zika. Madame Rousseff a aussi déclaré que la pandémie était devenue une menace internationale parce que c'est une maladie qui est encore très mal connue. Nous sommes en train de perdre le combat contre ce moustique. Aussi longtemps que ce moustique continue à se reproduire, chacun d'entre nous perd le combat contre ce moustique. Alors nous devons nous mobiliser pour ne pas perdre cette bataille. Le Brésil va lancer une stratégie à l'échelle nationale dans le but d'éliminer la prolifération de ces moustiques le 13 février. Plus de 200 000 soldats se joindront à l'opération et plusieurs bataillons ont commencé une formation spécialisée. Depuis l'éclosion du virus, plusieurs pays ont émis des mises en garde concernant les voyages au Brésil. Cela soulève aussi des inquiétudes au sujet des Jeux Olympiques à Rio de Janeiro au mois d'août. Mais le Brésil dit que plus de 3000 agents de santé sont actuellement déployés à Rio pour éradiquer les zones de reproduction des moustiques.
L'obésité et les problèmes de santé qui y sont liés sont un sujet de plus en plus prégnant dans toute l'Asie. Une tendance qui touche de plein fouet la Malaisie et particulièrement les policiers malaisiens dont le manque d'hygiène de vie pèse sur leur image et leur performance. Les autorités du pays ont réagi et décidé de remettre les policiers en forme. Ces 35 policiers espèrent qu'à la fin de ce projet pilote de 6 mois, ils auront retrouvé la ligne. Le ministère de la Santé a aidé à concevoir et à superviser le projet. En tant que corps d'application de la loi, nous devons nous tenir prêts pour exécuter notre tâche. Nous attendons de nos policiers qu'ils soient capables de courir après un criminel, voire d'escalader un grillage, si l'occasion se présente. Environ un policier malaisien sur 10 est obèse, avec toutes les conséquences sur la santé à long terme. Le nombre de jours chômés pour cause de santé augmente et cela présente un problème de productivité, mais aussi un problème pour tout le gouvernement. Au moins 300 policiers sont morts prématurément l'an dernier, reflétant une tendance plus répandue. Une grande étude médicale a démontré que les Malaisiens sont le peuple le plus gros d'Asie du Sud-Est. 45% des hommes et près de la moitié des femmes sont en surpoids ou obèses. Une tendance qui a provoqué une augmentation des maladies du cœur et des diabètes. Les Malaisiens aiment la friture et les boissons à base de lait concentré sucré. Et si on ajoute leur mode de vie très sédentaire, la combinaison devient mortelle. La police royale malaisienne cherche à agir par l'exemple en prévenant les policiers trop gros qu'ils pourraient passer à côté d'une promotion. Une fois que nous aurons retrouvé un cœur sain, nous pourrons mieux faire notre travail, et pas seulement au boulot, mais à la maison aussi, comme des activités avec la famille. Si le programme est un succès, la police malaisienne compte bien l'étendre à l'ensemble du pays. La Chine a publié une déclaration par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans laquelle elle exhorte les États-Unis à respecter ses lois, à ne pas miner la confiance mutuelle et à ne pas menacer la paix et la stabilité régionale. Hua Chunying a publié la déclaration suite à la violation des eaux territoriales chinoises par un navire destroyer de la marine américaine au large des côtes des îles Zhongjian et Shisha. Les navires étrangers doivent normalement obtenir la permission du gouvernement chinois avant de pouvoir pénétrer dans les eaux territoriales chinoises, selon les lois chinoises relatives aux territoires maritimes et aux zones contiguës. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que le navire destroyer américain a violé les lois chinoises en pénétrant les eaux territoriales chinoises sans autorisation préalable. La porte-parole a par ailleurs rappelé que la Chine avait à plusieurs reprises lancé des alertes vocales au navire. Il ne s'agit pas de la première fois que les navires et les avions de guerre américains violent le territoire de la Chine dans les eaux de la mer méridionale de Chine. Le gouvernement chinois a déjà lancé plusieurs alertes. Le 27 octobre dernier, le navire de guerre USS Lassen est entré illégalement dans les eaux chinoises au large des côtes des îles Nansha. Le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé son ferme mécontentement. Il a par ailleurs rappelé que ce genre d'action illégale menaçait la souveraineté et les intérêts de la sécurité nationale de la Chine, mettait les personnes et les infrastructures dans une situation risquée, tout en compromettant la paix et la stabilité régionale. Le 10 décembre dernier, 2 bombardiers B-52 américains ont pénétré illégalement l'espace aérien chinois en survolant les îles Nansha, alors que l'armée chinoise leur avait donné l'ordre de quitter immédiatement la zone. Le ministère chinois de la Défense a déclaré que ces actions étaient une sérieuse provocation militaire, résultant à la militarisation de la région concernée. Il a enfin demandé à Washington de cesser immédiatement de telles actions dangereuses afin de ne pas nuire aux relations entre les deux pays. Les dernières nouvelles de l'opération de sauvetage de la mine de Pingyi après 36 jours bloqués à des centaines de mètres de profondeur. 4 mineurs ont été secourus et sortis d'une mine qui s'était effondrée dans le comté de Pingyi, dans la province du Shandong, à l'est de la Chine. Ils sont actuellement hospitalisés et sont dans un état stable.
Leur calvaire a commencé lorsqu'une mine de gypse s'est effondrée à la fin du mois de décembre, alors que 29 mineurs y travaillaient en sous-sol. 11 mineurs ont été secourus immédiatement après l'accident. En dehors des 4 mineurs secourus vendredi, un mineur est décédé et 13 autres sont toujours portés disparus. Notre reporter Han Peng a suivi le déroulement de l'événement dans le Shandong et nous propose de nous pencher à nouveau sur le processus de secours. 4 mineurs ont été sortis l'un après l'autre après que les secouristes aient foré un large trou atteignant 220 mètres sous terre. Les mineurs se sont retrouvés bloqués dans cet endroit précaire depuis le 25 décembre 2015, date de l'effondrement. Notre mission de secours a été confrontée à des situations compliquées, à des températures glaciales et à la difficulté de coordonner différents départements. Mais nous y sommes parvenus. L'effondrement de la mine était si violent qu'il a provoqué un séisme de magnitude 4 sur l'échelle de Richter. Depuis, les sauveteurs ont creusé des trous dans la mine dans l'espoir d'atteindre les survivants. Et vendredi, leurs efforts ont été payants. C'est la première fois en Chine qu'un forage permet de secourir des mineurs. Ces derniers mois, les missions de secours ont été entravées par des conditions géologiques complexes. Mais à partir du moment où le premier survivant a été détecté, plus personne ne pouvait imaginer abandonner les recherches. 5 jours après l'effondrement, les secouristes ont envoyé une caméra infrarouge en sous-sol qui a rapporté des photos d'un des mineurs coincés. On a trouvé quelqu'un. On a trouvé quelqu'un. Il y a une main qui bouge. Nous allons vous envoyer de la lumière et de la nourriture. Patientez un peu s'il vous plaît. Dites-leur de commencer par boire du liquide nutritif. Le processus pour sortir les survivants n'est pas simple. N'importe quelle maladresse dans le forage pourrait déclencher des infiltrations d'eau désastreuses et de nouveaux effondrements. Les progrès ont été lents. Les 4 mineurs ont survécu avec une ration quotidienne de nourriture, d'eau et de médicaments envoyés à travers un puits étroit. Et bien sûr, il leur restait l'espoir. Nous commençons avec une foreuse à percussion à circulation inversée et à circulation directe. Ce qu'il est important de savoir, c'est que tout cela dépend de la formation et de l'état du sol. Nous devons nous assurer que le trou de forage ne s'effondre pas et que nous puissions récupérer les déblais de forage. Ce sont les 2 problèmes majeurs qu'il nous faut résoudre. Outre les 4 personnes secourues vendredi, un mineur est décédé et 13 autres sont toujours portés disparus. Le maire de la ville et le vice-chef des secours ont déclaré qu'ils n'abandonneraient aucun effort pour retrouver les disparus. Pour les 13 personnes qui sont toujours disparues, durant toute la phase de recherche, les secouristes n'ont épargné aucun effort pour les sauver. Tant qu'il y a une lueur d'espoir de les retrouver, nous n'abandonnerons pas. Actuellement, nous mobilisons un groupe d'experts pour analyser globalement la situation des disparus et établir des plans de sauvetage. Tandis que se rapproche le gala de la fête chinoise du printemps, les artistes qui se préparent à se produire sur la scène du gala s'entraînent sérieusement. En plus des vedettes phares et des artistes professionnels, un groupe d'apprenties ballerines américaines devrait éblouir le public par une danse qui combine la beauté des arts orientaux et occidentaux. 49 jeunes et délicates ballerines dansent sur la mélodie d'une ballade chinoise traditionnelle, La fleur de jasmin. Cette troupe de danse intègre au ballet la danse chinoise traditionnelle à l'éventail. La plupart de ces danseuses viennent de familles chinoises émigrées aux États-Unis, y compris la danseuse principale, Lélanie Tien, qui raconte qu'elle a été très enthousiaste lorsqu'elle a appris qu'elle aurait l'opportunité de se produire sur la scène du spectacle de Nouvel An. Nous avons toutes été ébahies parce que vous voyez, nous ne pouvions y croire. Comment, venant de cette école de danse qui se trouve si loin de la Chine et en Amérique, pouvions-nous nous produire sur cette scène immense comme ces gens que nous regardions à la télé? Nous ne pouvions y croire. La mère de Leilani est aussi très excitée, elle qui est si désireuse de permettre à sa fille de connaître davantage la Chine. Alors que la Chine devient encore plus importante dans le monde, comprendre davantage ce pays sera une bonne chose pour le développement de ces jeunes enfants. Quant à la seule fille afro-américaine, Alina, elle attend avec impatience son premier voyage en Chine.
Je connaissais le Nouvel An chinois, mais je ne connaissais pas ce grand spectacle. Donc je suis très nerveuse parce que tout le monde en fait un si grand gars. Je suis très nerveuse, mais je suis en même temps vraiment excitée. Et tout le monde a travaillé vraiment très dur et je pense que nous nous en sortirons bien. Pour les Chinoises du groupe nées aux États-Unis, cette opportunité offre une chance d'en apprendre plus sur les traditions chinoises. Je suis juste principalement excitée parce que je sais que c'est une grosse tradition chinoise. Et même moi qui vis en Amérique, très loin du pays natal, je peux toujours le voir chaque année, le gala de la fête du printemps. Et je n'avais jamais pensé qu'une telle opportunité aurait pu se présenter à quelqu'un comme moi. Je suis donc très excitée que quelque chose de spécial se présente à moi. Même si ces filles dansent pendant leur temps extrascolaire, certaines ont remporté des premiers prix lors du Grand Prix d'Amérique de la jeunesse avec cette danse. Et à présent que plus de danseuses sont impliquées dans le projet, davantage d'efforts sont requis. Le public était hors de ce con. Les filles étaient simplement époustouflantes. Il y en aura 49, donc c'est près du double d'étudiantes. Donc c'est la double quantité de travail et d'efforts qu'elles fournissent pour être toutes synchronisées et pour acquérir cette solide technique. Tandis que les filles devraient offrir au public chinois une performance éblouissante, elles vont aussi vivre une expérience unique en célébrant la fête du printemps avec plus d'1 milliard de Chinois. Cinéma maintenant, la voix anglophone qui double le personnage principal de Kung Fu Panda 3, le comédien Jack Black, a tenté de réveiller son chi lors de la production du 3e film de la série. Et le légendaire Dustin Hoffman, à l'âge de 78 ans, a pour sa part aussi été encouragé à retourner aux sources. Reportage. Come home with me. Hi, I'm Mei. Dans le film, le héros, qui est un panda qui s'appelle Po, retrouve son père biologique. Il tombe aussi amoureux de l'insolente Mei, incarnée par Kate Hudson. Mais gagner le cœur de Mei et apprendre à connaître son père ne seront pas ses seuls défis. Il doit lutter contre le taureau infâme Kai, campé par J.K. Simmons, qui a passé les quelques derniers siècles à amasser toute l'énergie chi des maîtres de Kung Fu pour amener son armée surnaturelle dans le monde mortel et défier Po. Pour Dustin Hoffman, qui joue le maître Shifu, Kung Fu Panda 3 est bien plus qu'un simple divertissement. On peut faire un truc qui est simplement divertissant avec des pandas. Mais le chi, comme on tente de l'expliquer aux enfants, c'est la partie la plus centrale de votre être. Et j'en pense que c'est pour moi, à l'âge avancé de 78 ans, une chose que l'on passe une vie entière à tenter de trouver. Pour J.K. Simmons, un autre comédien oscarisé, trouver son chi est important. C'est un voyage, toujours chercher avec l'espoir de trouver votre chi et rester en contact avec cela. Mais ce n'est pas un processus qui se termine. Je pense que vous continuez à cultiver et à apprendre durant toute votre vie. Quand j'étais plus jeune, ma mère s'est beaucoup intéressée à la médecine chinoise et son maître lui avait appris l'importance du qi, comment le maîtriser. Elle a bu plein de boissons à base de champignons et très vinaigrées et de ce genre de choses. Ce que je comprends du qi, c'est qu'il se trouve à l'intérieur et qu'il faut le faire sortir. Et ensuite, il faut qu'il circule à l'intérieur et à l'extérieur. Kung Fu Panda 3 a fait ses débuts en salle vendredi aux États-Unis, mais les critiques sont mitigées. La capitale chinoise, bien que résolument tournée vers la modernité, vit également au rythme de ses traditions. Il existe encore des vieux métiers quasi inconnus du grand public, mais qui perdurent grâce à la passion de quelques acharnés. Liu Bingjiang est l'un d'entre eux, son emploi dresseur de pigeons. C'est Clémence Azuelos qui est partie à sa rencontre pour CCTV français. L'hiver est déjà bien installé à Beijing, la capitale chinoise. Le soleil est à peine levé que la vie des routons du vieux Beijing s'anime à l'ombre des gratte-ciel. En cette saison, les températures matinales avoisinent les moins 20 degrés, mais cela ne va pas pour autant changer les habitudes de Liu Bingjiang, 68 ans.
Ceux-là, c'est mes pigeons. Le paysage de Beijing, l'actuelle capitale de la seconde puissance économique mondiale, a considérablement changé au cours de ces dernières années. Des immeubles, voire des gratte-ciel ont par endroits remplacé les hutongs, ces habitations traditionnelles. Mais dans ce ciel qui porte aujourd'hui les marques de la modernité et de la croissance économique, un emblème du vieux Beijing passe l'épreuve du temps, le pigeon. Quand j'étais petit, je nourrissais les pigeons parce que je les aimais bien. Mais en grandissant, j'en ai appris de plus en plus sur eux. Je me suis perfectionné, je les ai entraînés. Aujourd'hui, mes pigeons sont de vrais pigeons de compétition. Je les inscris aux courses de chaque district de Beijing. Ils concourent ensuite à la compétition organisée par les 18 districts de Beijing. Et comme ils remportent également des titres internationaux, certains de mes pigeons sont connus dans le monde entier. Bien plus qu'un passe-temps folklorique des retraités des hutongs, l'élevage de pigeons est une tradition chinoise vieille de plus de 3000 ans. Des recherches archéologiques ont montré que les pigeons étaient déjà considérés comme des animaux domestiques sous la dynastie des Yin. Aujourd'hui, leurs descendants bénéficient d'un traitement digne de sportifs de haut niveau. Je les fais voler chaque jour. Il y a deux types de vols d'entraînement. Le premier est le vol d'orientation et dure entre 40 minutes et 1 heure par jour, où mes pigeons doivent retrouver le chemin de la maison. Le second est une course d'endurance. Les distances varient entre 50 et 150 km. Les compétitions auxquelles mes pigeons participent sont des parcours longs de 350 ou même 550 km. Un bon pigeon peut voler à une vitesse de 80 km/h. La carrière d'un pigeon de course dure en moyenne 3 ans, mais c'est sans compter les intempéries et autres accidents qui peuvent survenir en plein vol. Les pigeons veulent à tout prix rentrer à la maison. Il arrive qu'ils ne terminent pas une course s'ils croisent sur leur route un oiseau de proie, un aigle ou un faucon. Ils peuvent faire un détour pour l'éviter et finir tard. Mais il se peut aussi qu'ils soient blessés et ne puissent pas rentrer. Pour leur dresseur, chaque pigeon a sa propre personnalité et dans le milieu, l'on dit qu'il est possible de voir le potentiel d'un pigeon dans ses yeux. Pour moi, mes pigeons sont comme mes enfants. Liu Bingjiang, qui tient ses pigeons de son père, compte bien les transmettre à son fils afin que celui-ci puisse faire vivre la tradition. Depuis Beijing, c'était Clémence Azelos pour CCTV français. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.